Et si tout ce que vous pensiez savoir sur l'esclavage en Afrique était incomplet? Bien avant l'arrivée des religions abrahamiques, bien avant l'ombre de la traite atlantique ou la traite orientale, les sociétés africaines géraient déjà leur propre système de dépendance. Mais parlons-nous vraiment d'esclavage ou d'une forme de servitude unique et façonnée par les réalités sociales et spirituelles africaines? Aujourd'hui, la team, nous plongeons au cœur de cette zone grise de l'histoire, là où les définitions occidentales de l'esclavage et du servage ne s'appliquent pas tout à fait. Avant de commencer la team, je tiens à préciser quelque chose d'important. Je ne suis pas un historien, je suis un passionné, un exégète de l'histoire, et mon objectif est très simple. Vulgariser l'histoire de manière accessible pour que chacun puisse se réapproprier des savoirs souvent oubliés ou voire même complexes. Avant d'aller plus loin la team, il faut poser les bases. Ce que l'on appelle esclavage en Occident, c'est ce que les Romains appelaient, en tout cas les juristes romains, appelaient servus, le bien meuble humain. Pour faire plus simple, le corps humain réduit à l'état de marchandise. Mais en Afrique, pré-islamique et pré-chrétienne, les langues bantoues, nilotiques ou nigéro-congolaises ne possèdent pas toujours un mot unique pour désigner ce concept. Prenons l'exemple, celui du Wolof au Sénégal. Les Wolofs parlent des Jam, littéralement captifs. Ou si nous prenons les Mandingues, eux distinguaient le jon, donc captif, de l'initié ou du dépendant de lignage. Cette nuance, la team, est essentielle. Dans de nombreuses sociétés africaines, être captif ne signifiait pas forcément être privé à vie de toute ascension sociale ou de toute humanité juridique. L'anthropologue très connu Claude Messayou écrit dans son ouvrage Anthropologie de l'esclavage ceci, je cite: « L'esclavage africain est moins un bien meuble qu'un instrument d'intégration sociale au sein de structures lignagères complexes. » Je trouve que cette phrase résume parfaitement la logique interne de la servilité africaine. Ce modèle de dépendance lignagère est très éloigné du paradigme atlantique où l'esclave est déporté et définitivement isolé, je dirais même déraciné. Ici, l'ancrage au clan, le rôle du maître comme garant spirituel et parfois même les alliances matrimoniales transforment le statut de captif en une forme de servitude évolutive au sein du foyer ou du lignage. On ne parle pas d'esclavage châtel, où l'être humain est purement marchandisé, comme dans la traite transatlantique ou dans la Rome antique. On est face à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une servitude domestique ou communautaire, où le captif reste sous contrôle, mais avec des perspectives sociales. L'intégration des esclaves domestiques était souvent ritualisée et structurée de façon à les intégrer progressivement dans les dynamiques communautaires. Cela montre, et je vous l'accorde, que la frontière entre libre et non libre est plus floue qu'on l'imagine. Alors, et vous avez le droit de vous poser cette question, esclave ou dépendant? Marchandise ou membre du foyer? La réponse, comme vous l'imaginez, est loin d'être simple. Et cela nous emmène à questionner notre propre grille de lecture héritée de l'Europe moderne. Contrairement à la vision binaire du monde occidental, donc libre ou esclave, l'Afrique pré-islamique présente une pluralité de statuts serviles. Dans certains royaumes ou chefferies, le captif n'est pas seulement un esclave au sens commercial, mais il peut être un captif de guerre, un dépendant domestique, un débiteur devenu esclave temporaire, ou pour finir, un captif rituel destiné au roi pour sacraliser ce dernier ou sacraliser le clan. Prenons l'exemple des royaumes soudano-sahéliens, comme le Ghana ou le Mali pré-impérial. Les captifs issus des guerres ou des razzias étaient très souvent intégrés aux structures domestiques ou agricoles du maître. Mais parfois, ces captifs pouvaient évoluer au sein même de la hiérarchie. Certains captifs, et peut-être que vous le savez, sont devenus des généraux d'armée, des gouverneurs de province, voire même des hommes de confiance du roi. On retrouve cette réalité aussi bien chez les Yoruba, chez les Kanembu, ou voire même chez les Songhai. Le chercheur américain Paul Lovejoy rappelle dans son ouvrage Transformation in Slavery, donc paru en 1983, ceci, je cite: «
L'absence d'une frontière rigide entre captifs et lignagés libres est l'une des caractéristiques majeures du système servile ouest-africain. En effet, au sein de la chefferie Haoussa par exemple, certains captifs pouvaient épouser des femmes du clan dominant et donner naissance à des descendants totalement libres et intégrés à la société. Il existe aussi des cas fascinants où certains captifs étaient pris non pour leur travail, mais pour leur dimension spirituelle ou sacrificielle. Dans certaines sociétés d'Afrique centrale ou occidentale, on capturait des personnes pour les offrir symboliquement aux ancêtres, aux esprits ou même pour garantir la prospérité d'une récolte. L'historien Jean-Pierre Chrétien, donc dans son ouvrage L'Afrique des Grands Lacs, note ceci, je cite. La capture rituelle des captifs dans certaines sociétés bantoues était parfois vue comme une nécessité pour rééquilibrer les forces invisibles perturbées par une guerre ou une sécheresse. Ici encore la team, vous l'avez compris, on est loin, très loin d'un système, un modèle d'exploitation esclavagiste pur comme on l'entend aujourd'hui. La personne capturée joue un rôle social et cosmologique. Elle devient un levier entre le monde visible et le monde invisible. Dans plusieurs sociétés africaines, un autre statut existait aussi, le captif pour dette. Incapable de rembourser un emprunt, pouvait être temporairement intégré comme servile, mais sans que cela ne soit nécessairement héréditaire. Il faut bien comprendre que l'idée d'un esclavage figé, sans échappatoire, n'est pas une règle. Parfois même, ces serviteurs pour dette retrouvaient leur liberté après un certain nombre d'années ou même après une cérémonie d'appurement. Cela rappelle davantage certains systèmes, je dirais, d'engagisme qu'on retrouvera bien sûr plus tard après l'abolition de l'esclavage dans les colonies européennes, mais ici à l'échelle locale, sans le cadre marchand, je dirais, transcontinental. Pour comprendre la condition servile en Afrique donc pré-islamique et pré-chrétienne, il est impossible d'ignorer la clé de voûte de ces sociétés. J'ai nommé le lignage. En Afrique ancienne, le lignage n'est pas juste une parenté de sang. C'est une organisation politique, économique et spirituelle qui régit tout l'ordre. Des alliances matrimoniales à la gestion des terres, en passant par le statut social en tant que tel. Dans ce modèle, le captif était souvent absorbé dans le lignage dominant. Il devient donc à ce moment indépendant, au même titre que certains cadets du clan ou des affranchis. Ici, le lignage agit comme une entité collective qui protège mais aussi subordonne. L'anthropologue Jean Bazin, dans son étude sur les sociétés Bambara, qui s'appelle La raison graphique, donc sortie en 2008, note ceci, je cite. L'ordre lignagé agit comme un amortisseur de la violence. Le captif devient une ressource humaine, mais aussi un élément du tissu social à travers les liens symboliques et matrimoniaux. En clair, la team, même captif, un individu n'est jamais complètement coupé de la vie communautaire. Il participe aussi bien aux rites, aux travaux agricoles et aux cérémonies religieuses du clan. Un autre point fondamental dans ces sociétés, c'est les alliances matrimoniales. Un captif, comme je le disais tout à l'heure, qui épouse une femme du clan, peut faire basculer son statut. Il passe progressivement d'étranger dominé par le clan à membre du lignage, ce qui change complètement son destin, mais aussi celui de sa descendance. Prenons un autre intellectuel, le sociologue africain Joseph Kizerbo, dans son ouvrage Histoire noire de l'Afrique, sorti en 1972, précise ceci, je cite. Dans de nombreuses sociétés ouest-africaines, le mariage était une voie d'intégration pour les captifs, abolissant de facto leur statut servile après une ou deux générations. Imaginez la team quelques secondes. Un captif aujourd'hui peut donner naissance à un futur chef de clan demain. Voilà pourquoi le modèle servile en Afrique est complètement différent de l'esclavage colonial où l'ascendance restait marquée par la servilité de génération en génération en génération. Le lignage n'est donc pas qu'un simple cadre d'oppression pour le captif, il est aussi un outil d'ascension et de recomposition sociale. Cette logique explique pourquoi certains anciens captifs deviendront plus tard des figures majeures des communautés africaines. Dans ce modèle, l'individu isolé n'existe presque pas. C'est le lignage qui absorbe les statuts et redéfinit la place de chacun dans le collectif. Nous sommes sur des sociétés qui sont communautaires
et non individualiste. Même un captif ennemi devient un acteur du système. Ici, la team, nous touchons à un principe que l'anthropologie moderne qualifie de relation de dépendance souple, que l'on retrouvera également chez certains peuples asiatiques ou amérindiens, mais qui est central dans les sociétés africaines pré-islamiques et pré-chrétiennes. À partir du 7e siècle, avec l'expansion de l'islam en Afrique du Nord et saharienne, puis ensuite au 15e siècle avec l'arrivée progressive du christianisme via les contacts européens, la condition servile africaine va changer. On assiste alors à un bousculement historique. Ce qui, autrefois, relevait de la servitude rituelle ou de la dépendance lignagère, va peu à peu s'imbriquer dans de nouveaux cadres religieux et marchands. Avec l'islamisation du Sahel et des régions soudano-sahéliennes, le captif africain change de statut. Il devient un abd ou mamelouk dans certains cas et selon les contextes. L'esclavage est désormais codifié par la charia, ce qui le rend plus rigide que les formes traditionnelles antérieures. Encore une fois, Paul Lovejoy, dans The African Diaspora, écrit ceci, je cite, « La diffusion de l'islam dans les sociétés africaines a transformé la relation servile en introduisant des notions d'esclavage légal conformes aux droits musulmans, tout en conservant certaines spécificités locales. » Désormais, les captifs sont de plus en plus destinés à alimenter les caravanes du commerce transsaharien jusqu'en Méditerranée ou au Moyen-Orient. Mais dans cela, le travail agricole local où l'intégration au lignage subsiste, mais s'efface peu à peu devant une logique marchande beaucoup plus globalisée. Les grands royaumes islamisés, comme celui du Mali par exemple, ou le Songhai, ou encore le Kanem-Bornou, deviennent des acteurs majeurs de ce commerce intercontinental, réorientant la finalité du captif africain. Avec l'arrivée des Européens au XVe siècle, sur les côtes atlantiques, c'est un autre bouleversement qui arrive, la team. Le captif africain est arraché à son contexte lignageux, ou religieux local, pour devenir strictement une marchandise transatlantique. Ici, le système occidental impose une lecture racialiste et déshumanisante du captif, même si nous savons que le concept racial pendant cette traite transatlantique est arrivé bien plus tard. Là où auparavant, l'individu pouvait espérer une ascension ou une intégration au lignage, il devient désormais une propriété marchande figée sans perspective d'émancipation au Nouveau Monde. Encore une fois, l'historien Claude Messayou, dans Anthropologie de l'esclavage, précise ceci, je cite, « La traite transatlantique a privé le captif africain de la dimension communautaire et spirituelle qui caractérisait les formes précoloniales de servitude. L'esclavage devient un bien, une chose, et non plus un sujet socialement réinséré. » L'imposition du christianisme, quant à elle, va légitimer l'esclavage sous couvert de civilisation et de conversion des populations païennes. Mais dans ce processus, l'ancien modèle africain de servitude est pulvérisé. Les captifs passent alors du statut de dépendant dans une communauté lignagère à celui d'esclaves invisibilisés dans les plantations américaines. Ce basculement historique, la team, est essentiel pour comprendre pourquoi la notion occidentale d'esclavage ne correspond pas toujours à la réalité des sociétés africaines précoloniales. Avant l'arrivée des religions abrahamiques et du commerce transatlantique, la servitude africaine est plurielle, souple, intégrée dans un tissu communautaire. Mais à partir du XVe siècle, la logique marchande et religieuse impose une vision beaucoup plus rigide, marquant durablement les mémoires et les récits. C'est l'argument que l'on entend très souvent. Les Africains sont eux-mêmes responsables de la traite transatlantique car ce sont eux qui ont vendu leurs propres frères. Cette phrase, devenue presque banale dans les discours contemporains sur la traite, mérite une déconstruction rigoureuse. Alors oui, je ne nie pas du tout l'existence de la participation de certains royaumes dans la traite transatlantique. Le royaume par exemple d'Oyo, le royaume Ashanti, le royaume du Bénin ou encore le royaume Congo, pour ne citer qu'eux, ont pris part à ces échanges, parfois même activement. Mais ce serait, et je pense, à mon sens, un contresens pour le coup historique, majeur même, que de réduire la traite à cette seule participation locale. Prenons l'exemple de l'historien sénégalais Boubacar Bari, dans son ouvrage La Sénégambie du 15e au 19e siècle, précise ceci, je cite, « Les royaumes africains étaient souvent pris dans un système de dépendance et de rapports de force asymétriques avec les puissances européennes,
qui possédaient l'avantage des armes à feu, de la navigation et du marché globalisé. En d'autres termes, la team, ces monarchies n'étaient pas de simples marchands libres, mais des acteurs insérés de force dans un système, une mécanique de pillage global dirigée par les empires européens. Les élites africaines échangeaient des captifs contre des armes, de l'alcool ou des produits manufacturés européens. Mais en réalité, posons-nous les vraies questions. Qui fixait les règles du jeu? Qui contrôlait les routes maritimes et les grands marchés transatlantiques? Je vais vous répondre directement, les puissances européennes. Il y a un historien que j'aime bien, qui s'appelait Walter Rodney, afro-américain, qui disait ceci dans son livre « How Europe Underdeveloped Africa », sorti en 1970. Les élites africaines étaient autant des complices que des otages d'un système dominé de bout en bout par les empires occidentaux. Dans bien des cas, ces rois et ces chefs de guerre n'avaient guère d'alternative face à la pression militaire et économique. Rejeter l'alliance, c'était souvent s'exposer à de l'instabilité sociale ou même une perte immédiate de la souveraineté. Aujourd'hui, ce discours qui accuse les Africains d'avoir vendu leurs propres frères est fréquemment mobilisé pour relativiser, voire minimiser la responsabilité colossale des puissances européennes dans la traite transatlantique. Prenons encore un autre écrivain, Achille Mbembe, j'aime bien le citer. Dans son ouvrage « Sortir de la Grande Nuit », paru en 2010, il dénonce cette rhétorique, je cite. « C'est une tentative de dilution de la responsabilité historique de l'Europe en renvoyant dos à dos les victimes et les bourreaux. Car au fond, si les royaumes africains ont participé effectivement à la traite transatlantique, ils ne l'ont pas organisée, ils ne l'ont pas non plus industrialisée et ils ne l'ont encore moins globalisée. La machine esclavagiste, depuis la construction de comptoirs côtiers jusqu'aux plantations des Amériques, est une production strictement occidentale dont les retombées économiques et politiques ont façonné l'Occident moderne et même au sens plus large, notre monde moderne. En réalité, la traite transatlantique fut le résultat d'un rapport de force inégal où certains royaumes africains ont parfois collaboré par nécessité ou même je dirais opportunisme, mais jamais dans une situation d'égalité ou de comaîtrise avec les empires européens. De ce fait, accuser uniquement les royaumes africains revient à effacer le système global de domination coloniale qui a imposé la traite et profité de ses fruits jusqu'au sommet des métropoles européennes. Alors, que pouvons-nous dire en conclusion face à cette réalité? À la lumière de tout ce que nous avons pu parcourir, voir à travers cette vidéo, que reste-t-il de ce qu'on appelle communément l'esclavage en Afrique, avant l'arrivée donc de l'islam et du christianisme? Je vous dirais que c'est une réalité complexe, loin des schémas manichéens imposés par la grille de lecture colonialiste européenne, ou même, pour aller plus loin, occidentale. Dans ces sociétés africaines traditionnelles ancestrales, la servitude prenait bien souvent des formes communautaires, rituelles et même parfois protectrices. Le captif, pour rappeler, pouvait devenir parenté, intégrer un lignage ou jouer un rôle crucial dans l'organisation du groupe. Ce n'est qu'avec l'arrivée des religions externes et donc de ce fait des puissances coloniales que ce système fut dénaturé, marchandisé et transformé en esclavage au sens occidental du terme, c'est-à-dire une dépossession totale de la personne. Et petite précision, quand je parle des religions, parce que je pense qu'il va y avoir des personnes qui vont me dire qu'il y avait effectivement le christianisme en Éthiopie avant d'arriver dans d'autres pays d'Europe, etc. Mais il faut bien se rappeler que le christianisme éthiopien est un syncrétisme avec les spiritualités déjà présentes en Éthiopie. Quand vous regardez bien, ils n'ont pas exactement le même nombre de livres de la Bible. Ce n'est pas à 100% le christianisme que nous connaissons actuellement. Mais encore une fois, ça c'est une autre parenthèse sur le christianisme éthiopien. Je trouve que ce travail de mémoire et d'éclaircissement est fondamental, car comprendre les nuances de l'état servile en Afrique, c'est aussi refuser de tomber dans les pièges du révisionnisme historique et je dirais des discours culpabilisants trop souvent diffusés. Car oui, je le rappelle encore une fois, des royaumes africains ont parfois collaboré, soit par contrainte ou soit par stratégie, mais le système
qui a industrialisé la traite, déshumanisé des millions de personnes et structuré les économies atlantiques, est bel et bien né dans les capitales européennes et non en Afrique. Sans l'asservissement massif des populations africaines, le capitalisme industriel européen n'aurait jamais connu le même essor. Alors aujourd'hui la team, je vous invite à déconstruire ces récits simplistes, à poser bien évidemment un regard critique sur les discours dominants et surtout à ne jamais cesser d'interroger l'histoire dans toute sa complexité. Comme d'habitude, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et ouvrir le débat tout en restant respectueux, je le rappelle. On n'est pas obligé de partager les mêmes idées, mais s'il vous plaît, l'histoire se raconte avec des faits et non avec des légendes et des mythes. Donc partagez cette vidéo si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu pour le soutien, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et surtout la team, activez la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy. Peace.